J'aimerais vous parler de ce qui n'est pas un projet, ce qui est plutôt une question d'éthique qui réunit en fait un certain nombre de projets qui se réunissent autour d'un objectif qui est écrit jaune et vert sur noir. Donc c'est essayer de co-construire autant que faire se peut sur le temps long, ce qui serait une forme d'internet des énergies et qui se donne les moyens, autant que faire se peut là encore, de mettre l'énergie déjà électrique en bien commun. Ce qui est une double difficulté, et le but du jeu c'est de vous montrer que même si c'est impossible, même s'il y a peu de chances d'y arriver, même à moyen ou long terme, il y a quand même des gens qui sont assez fous pour essayer, qui expérimentent d'aller dans cette direction. Donc je propose de passer à la suite. Alors selon les conventions en vigueur, donc voilà les règles du jeu. Donc ce document est disponible sous certaines licences bien connues, je pense. Donc vous avez l'URL raccourci. Elle est sous licence ByNC SA, donc dans la tradition des cycles de conférences et de prospectives de la FIG, sauf erreur de ma part, ce qu'a bien dit Jacques-François. On y a ajouté un petit marqueur, un petit label qui en soi nous identifie comme organisation. Je ne vais pas passer trop de temps, mais en gros, on se définit entre guillemets comme organisation émergente. Le nous est très inclusif, à but non profitable, soyons fous, venant renforcer les biens communs. Et je vais avoir l'occasion d'approfondir là-dessus, sur un modèle de gouvernance qui se veut de façon très très caricaturale, vraiment caricaturale, bottom-up, en tout cas un peu plus horizontale que ce qu'on connaît traditionnellement. Et le but n'est pas d'en faire plus. Voilà. Donc si certains veulent accéder au document et le suivre en direct pour avoir le diapo sur son mobile, sur sa tablette ou quoi que ce soit, vous pouvez cliquer. Et je propose de passer dans le dur. Alors, la petite particularité, c'est que forcément, n'étant pas un porte-parole, mais simplement un contributeur, celui qui parle est un nous, c'est pas un je. Donc ce n'est pas Nicolas Loubet qui parle, c'est Daisy qui prend la forme d'un certain nombre de personnes. Alors je caricature, c'est un peu poétique. Et vous avez, je me décale peut-être, plusieurs personnes. La parité n'est pas encore acquise, mais le but du jeu est d'y arriver dans tous les domaines qui souhaitent décloisonner au maximum. Et vous retrouvez un certain nombre d'épithètes, de tags bien connus. Donc certains sont des champions de la curiosité, parce qu'il en faut. Certains travaillent sur des questions de gouvernance, donc ça c'est à peu près mon tropisme. Et d'autres sont plutôt à caractère technophile et d'autres moins technophiles. Voilà. J'aurai l'occasion d'en reparler dans les questions si nécessaire. La plupart sont disponibles par Twitter et peuvent être mobilisés directement sur mon intermédiaire. L'hypothèse qu'on fait, et c'est intéressant parce qu'Alexandre a donné vraiment les jalons et je pense que c'est un refuge en fait intellectuel, c'est de se dire que le commun en fait c'est pas donné et que si on l'apprivoise non pas sous l'angle de la ressource, sous l'angle de l'usage et de la participation, ça se produit. Alors, ceci est caricatural et je sais que je vais chatouiller des sensibilités intellectuelles, mais Daisy, donc je rappelle l'objectif, mettre l'énergie en bien commun et construire les conditions infrastructurelles pour faire de l'échange d'énergie électrique pair à pair, s'appuie sur deux protagonistes, deux jambes. Un tiers-lieu pour l'instant qui est situé géographiquement parlant à Villeurbanne, donc sur le territoire de Lyon, qui s'appelle La Mine, dont l'histoire est longue et variée et elle appartient à ceux qui l'ont vécu. Et moi-même, je suis en fait cofondateur de Cell Labs. Alors j'ai essayé de trouver un truc, mais j'ai pas trouvé mieux que Operating System de Lab. Et vraiment, j'ai trifouillé la tête, mais je trouve pas mieux. Donc on sait pas trop ce qu'on aime, mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de construire les conditions de la recherche de façon non académique et en même temps pas non plus indie militante. On essaie de trouver un espèce de point de non paradoxal qui permet à des gens curieux et qui ont la même éthique de faire des choses ensemble. Bon, bref, rien d'extraordinaire. Voilà. Ce qui fait le trait d'union de toutes ces personnes, vous reconnaîtrez les protagonistes, c'est la transition. C'est que chacun et chacune, quel que soit leur âge, quelles que soient les conditions économiques dans lesquelles il est en transition. Certains ont commencé comme biologistes, n'ont pas trouvé de boulot, se seront convertis dans les CS2I parce qu'il y avait du boulot en France. Et puis finalement se sont un peu ennuyés dans ce métier et sont allés sur d'autres langages et trouvent le prétexte dans Daisy d'apprendre des choses, notamment manipuler la donnée, manipuler les langages qui permettent de traiter la donnée. Certains comme Riol sont des éternels, on va dire, inconstants entre le monde académique, non académique, l'éducation populaire et l'approche en même temps vraiment de pointe dans le domaine des technologies. Et moi-même, je suis le fruit de cette transition. Je ne sais pas trop où je vais. Par contre, je sais à peu près pourquoi je suis là. Et en l'occurrence, moi j'ai un parcours qui tient plutôt de la géophysique. Donc j'ai espéré un jour faire de la recherche dans ce domaine-là. J'ai été très déçu. Je l'ai quitté, j'ai beaucoup braconné. Je suis finalement un autodidacte, comme je pense la majorité d'entre nous. J'ai fait du web très très mal, comme un patachon.
vraiment en connaissant rien des standards, en connaissant rien des fondamentaux, en termes culturels, en termes techniques. Puis j'ai progressé, j'ai testé, j'ai utilisé Twitter comme un accélérateur de rencontres, et je crois que j'ai rencontré la plupart d'entre vous que je connais grâce à Twitter. Donc merci le petit oiseau bleu grâce à ça. Donc c'est ça qui nous réunit, c'est cette éthique de la transition, c'est qu'on est tous paumés, qu'on essaie de se retrouver dans des contextes de travail qui nous permettent d'être un peu moins paumés ensemble, autour d'un objectif, je dirais, supérieur. Bon, ça c'était la partie théorique. Donc ça commence à cette échelle. Ça c'est une photo sur Instagram avec les quelques personnes un peu faux-folles qui, ça devait être en janvier ou en février de l'année dernière, donc en 2015, se sont retrouvés littéralement, pas en tutelle, mais en capacité d'administrer et d'expérimenter une expérience de vie, de mode de vie, dans une maison confiée par le Grand Lyon, qui est donc à la frontière de Lyon, à Villeurbanne, qui petit à petit a pris la forme d'un tiers-lieu. C'était pas donné, hein. Il a fallu le construire, il a fallu le fabriquer, le tricoter comme une maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et ça a donné quelque chose qu'on appelle donc la mine, et qui se visite, mais qui n'existe pas que par son patrimoine matériel, mais aussi immatériel. Donc c'est cette échelle-là dont j'aimerais vous parler. C'est cette échelle dans laquelle, on peut rester un peu dessus, je sais pas vous, mais moi je suis très très démuni, je me sens très impuissant dans ma propre maison. D'abord parce que j'en suis pas le propriétaire, donc ça fait forcément une limite. Deuxième chose, quand il y a une panne électrique, ce qui m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé en 1999, lors d'une célèbre panne, vous vous souvenez, hein, la tempête, l'ouest de la France, où je me sentais très très démuni, et on était à la bougie littéralement. Je me sens aussi démuni parfois quand les WC sont bouchés, non je plaisante, mais il y a plein de situations au quotidien, matérielles et intellectuelles et aussi financières, qui font que je ne peux pas agir sur mon propre environnement le plus proche. Et ce qui est intéressant à la mine, c'est que c'est une maison avec un jardin, avec un petit étage, avec un garage. Il y a tout ce qu'il faut en termes de cellules, on va dire, minimalistes, pour expérimenter des choses qui fait friction au jour le jour dans notre quotidien. Voilà. L'idée un peu folle, notamment Riol et tous ses amis et collègues, Charlotte et quelques autres, c'est de penser effectivement que, après avoir pris possession du lieu, et avoir petit à petit consacré un modèle de gouvernance qui se veut un peu plus libre, un peu plus respectueux de la contribution, d'imaginer qu'il y a plein de petits endroits, de petits recoins, c'est vrai aussi dans cet espace, qui permettent de gagner en autonomie. Et vous avez une espèce de cahier des charges, un tout petit peu, on va dire, ambitieux, notamment sur les questions du système électrique, pour gagner en autonomie dans cet environnement de travail et de mode de vie. Encore une fois, expérimental, précaire, voire temporaire, voire je dirais même condamné. Parce qu'il y a de fortes chances que cette maison, dans quelques années, elle soit littéralement détruite pour autre chose, pour une extension de campus en l'occurrence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de nos investigations, de ceux qui habitent physiquement à Lyon, ce qui n'est pas mon cas, mais qui passent régulièrement, sachant que ce qui est expérimenté à la mine est homologue dans tout un d'autres contextes, dans d'autres tiers-lieux, c'est de ressentir quelque chose que chacun d'entre nous ressent, c'est qu'il y a quelque chose qui monte, qui est très très diffus. Alors, je vais enlever ma casquette de militant, je crois très sincèrement que c'est inévitable. C'est-à-dire que je crois le plus sincèrement du monde que ce qui relève de la distribution de l'information, ce qui relève de la distribution du pouvoir d'agir est quelque chose d'inévitable. Par contre, je ne suis pas sûr que tout le monde soit dans le désir que ça soit maintenant que ça se produise. Et c'est ça, je pense, la friction, la tension qu'on affronte au jour le jour, que j'affronte par exemple quand j'envoie une facture. Moi j'aimerais quand j'ai fait une mission, en tant qu'indépendant, je sois payé tout de suite. Mais c'est pas possible ça. Il y a tout un ensemble de tampons, de frictions qui font que c'est pas possible. Et ce que je veux dire, c'est que entre le désir absolu d'aller dans une direction qui va vers la distribution et la force de friction, la force de rappel qui nous ramène vers des modèles centralisés, il faut se débattre. Et l'histoire de Daisy, c'est justement de naviguer de nœud en nœud sur un chemin qui est très très fragile comme un fil de funambuliste pour y arriver. Voilà, ça c'était simplement une petite assise. À l'autre bout du spectre, parce que ça c'est un peu facile, il y a quand même une réalité industrielle. Je ne sais pas si certains sont des connaisseurs de l'aventure de ce cher Elon Musk, mais toute la fratrie en fait, puisque c'est une affaire de famille. Mais vous avez là un aperçu de ce que sont tous les points de réseau, de superchargeurs, donc vraiment l'infrastructure que Tesla est en train de construire aux États-Unis. Et vous avez, je prends un petit aperçu là, désolé, là, l'échelle est pas top, hein, small, mais vous avez un peu partout dans le monde des petits points rouges qui montrent que vous avez une infrastructure émergente de mobilité, mais aussi de transport d'énergie électrique au prisme des batteries qui est en train de se construire et de se mettre en place. Ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous discutez avec ceux qui vivent cette transition de l'intérieur, qui sont dans des sociétés comme Valeo, ils vous disent que Tesla a réussi à faire en 5 ans ce que tous les constructeurs d'automobiles n'ont jamais réussi vraiment à faire dans toute l'histoire de leur industrie. Donc forcément, vous avez des effets de compétition. Et le but n'est pas de dire que c'est inévitable, c'est de dire que vous avez une émergence d'infrastructures qui ressemble peu ou prou à ce que j'essaie d'écrire dans la slide précédente, c'est-à-dire une distribution et de l'information
et des acteurs, et une multiplicité de petits métiers qui vont devoir s'organiser pour administrer, organiser, orchestrer cette infrastructure émergente. Et c'est en train de se faire. Après, vous savez que Tesla, sauf de ma part, a racheté SolarCity, que voilà, il y a toute une nébuleuse d'acteurs qui se croisent et se recroisent. Ça, je pense que tout le monde est relativement familier avec cette idée. Donc, pour entrer dans la sphère du concret, parce que c'est facile d'essayer d'énumérer des marqueurs intellectuels et éthiques, mais plus difficile de les engager. L'hypothèse de travail de DAISY en termes de proposition et de positionnement, c'est de se dire DAISY ne sera pas une communauté, ne sera pas, je vais essayer de réfléchir en termes simples, une entreprise, ne sera pas simplement un tiers-lieu. C'est l'hypothèse d'essayer quelque chose qui n'est rien de tout ça et qui s'appuie sur plein de petits interstices de réseau, de plein de petits interstices que j'essaie de décrire et qui se reconnaissent de la même ambition. Donc ça, c'est une caricature, je ne suis pas un champion du commun, simplement de tout ce que j'ai compris en étant praticien des communautés logicielles, j'ai fait mes petites contributions, donc j'en suis un peu fier, c'est que peu ou prou, ceux qui se positionnent comme contributeurs et qui font la contribution donnent les orientations, les trajectoires de ce qu'ils font la gouvernance. Voilà. Et c'est sur cette hypothèse-là qu'on essaie de travailler. Et j'en viens au sujet. Donc, ce que je ne savais pas, parce que pour moi l'énergie était acquise, hein, elle tombe, c'est que vous avez au moins en France, dans 2 endroits du territoire, alors je m'excuse par ailleurs, et d'avance il y a des Corses dans la salle, je n'ai pas mis la Corse et je m'en excuse, ou d'autres pays, d'autres zones géographiques qui font partie de la France, vous avez au moins 2 territoires qui sont, pour des raisons infrastructurelles, confrontés tous les ans à des stress énergétiques. C'est notamment la région PACA, que connaît bien la fille, je crois, et la région Bretagne. Pourquoi ? Parce que littéralement, vous êtes en bout de tuyau. L'infrastructure centralisée fait que vous avez l'énergie qui se distribue dans les réseaux, donc de territoire en territoire, et puis petit à petit, vous arrivez en bout de réseau. Et en bout de réseau, il n'y a plus forcément d'énergie, et régulièrement, tous les hivers, mais aussi de plus en plus pendant les printemps et les automnes et les étés, le différentiel entre ce que le territoire est capable de produire et ce que le territoire a besoin ne se recoupe pas, et en l'occurrence, l'un dépasse l'autre. Et c'est une raison structurelle, quasiment anatomique, liée au territoire et à sa gouvernance post-Seconde Guerre mondiale. Et je ne refais pas cette histoire. Ce qui est paradoxal, c'est que si vous regardez le potentiel de production d'énergie électrique locale, au travers de l'énergie photovoltaïque en PACA ou l'énergie éolienne, mais pas que en Bretagne, ceci tient du théorique, mais a priori, ce qui est en demande peut tout à fait être compensé par ce qui peut être produit localement. Est-ce que l'architecture permet de le faire ? Pas vraiment. Et c'est tout l'enjeu justement de réfléchir sur ce qui s'apparente à des small, smart, green entre guillemets, dans des small, smart cities, enfin j'en sais rien, qui permettent a priori de permettre la rencontre entre production et consommation. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez savoir, et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que le TANC a accueilli il y a maintenant 1 mois et demi, je crois, un événement qui s'appelait Compteur Connect, qui nous a confrontés à ce monde de l'énergie qui vient rencontrer le monde de l'information, au sens de l'ingénieur, au sens du scientifique et au sens du praticien, de l'artisan de l'information, donc en partie le web. Et toute la perspective était de se dire, est-ce qu'on peut engager une transition énergétique au prisme justement de l'équipement du territoire en compteur dit intelligent, simplement en petits boîtiers ou simplement en applications qui permettent de savoir ce qui est à peu près en temps continu, en temps réel, consommé à niveau local, dans un foyer, dans un bâtiment et plus largement dans un territoire. Dit autrement et pour être plus clair, ce qui accompagne cette transition et ce qui accompagne ces stress, c'est l'hypothèse qu'on regarde à une échelle beaucoup plus fine, c'est une théorie, hein, ça reste à faire, la possibilité de voir que ces compteurs peuvent nous dire où agir, comment agir et comment faire. C'est un peu ce que j'ai compris et on peut en discuter. Je propose de... Et je vais aller à l'essentiel. Le problème qu'on a détecté au regard de ces problèmes de production et de consommation qui ne se rencontrent pas, au regard de ces stress énergétiques, c'est une hypothèse toute simple, c'est que aujourd'hui, il est impossible, et je dis bien impossible, au regard de l'équipement actuel, de savoir si quelqu'un à un endroit du territoire, en situation de production locale, est capable de compléter les besoins de consommation locale à quelques mètres ou quelques kilomètres de l'acteur en question. Pour le dire beaucoup plus simplement, et parce que je pense que le titre le résume, les producteurs d'énergie électrique et les consommateurs d'énergie électrique
en tout cas aujourd'hui en France et à ma connaissance, sont en incapacité infrastructurelle, au regard de leur système d'information et aussi en termes de leur infrastructure physique, de pouvoir se reconnaître les uns les autres et de se savoir voisins et en capacité effectivement de contracter, de dire je veux bien te vendre un peu d'énergie et je veux bien t'en acheter. Ça peut être aussi du don contre don, hein. Il y a d'autres possibilités émergent. Et c'est sur ce problème-là, considérable, écrasant, qu'on essaye effectivement au prisme de DAISY de travailler. Voilà. Et je vais dérouler pour aller un peu plus vite. Alors, ce qui est génial, c'est qu'Alexandre a déconstruit avec beaucoup d'élégance le mythe des blockchains et qu'on s'appuie théoriquement sur ce type de piste technologique. Et je sais bien que l'AFING va travailler dessus, forcément. Le point suivant, c'est que pour essayer de rapprocher et de créer du voisinage numérique, du voisinage électrique, je vais essayer de le redire, on est parti du constat qu'il y avait 3 grandes briques ou 3 grandes familles d'environnements à créer. Ceci tient de l'hypothèse, hein. Évidemment que le cahier des charges sera sans doute beaucoup plus subtil. D'abord, il faut travailler au niveau de l'infrastructure. Deuxième chose, il faut travailler au niveau de toute la dynamique d'échange. Et est-ce qu'on passe uniquement par une dynamique de marché? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un tropisme qui nous conduit. Et surtout, je crois qu'au stade où on en est, et je vais rentrer dans le détail dans les prochaines vignettes, l'essentiel du travail, c'est d'identifier par le prisme de la donnée, par le prisme de l'information disponible, donc forcément très très parcellaire et très très granulaire, qui, à un territoire donné, notamment en Bretagne et en PACA, est en capacité de produire un peu pour son voisin qui en a besoin au niveau local. C'est là-dessus qu'on essaie de travailler, sur l'hypothèse de créer des circulations d'informations, de permettre de reconnaître des voisins électriques, encore une fois. Je propose. Donc, alors ça, forcément, c'est la slide qui est la plus difficile, mais je vais essayer de le dire simplement. Pour être très caricatural, on s'appuie pour essayer de travailler au moins sur la première brique, qui est donc liée à la circulation d'informations, sur ce qui n'est pas un framework, ce qui est un commun technologique, et ce qui rassemble toute une famille de protagonistes sur une blockchain, qui est la blockchain Ethereum. De façon très très caricaturale, les propriétés de ce qu'on appelle une blockchain sont résumées dans cette vignette. Le but n'est pas de disserter 1000 ans sur ce qu'est ce que n'est pas une blockchain. Selon nous, et ça je pense que c'est un nous très inclusif qui dépasse ces labs, une blockchain n'est que la continuité de tout un ensemble de travaux, d'expériences sur les systèmes d'information. C'est pas forcément le premier et c'est pas forcément le dernier, et qui permettent justement d'expérimenter à un niveau très intéressant de l'équation. C'est justement tout ce qui relève de la gouvernance. Cette idée que la gouvernance n'est pas qu'une question, je dirais, qui se traduit sur un canapé et on discute et on papote, c'est aussi une question de technologie. Dit autrement, blockchain, c'est ni plus ni moins qu'une famille, ou plutôt un sous-ensemble d'une famille de technologies caractère politique, qui permettent de faire quoi? Qui permettent de faire exactement ce que DAISY essaie de faire, c'est-à-dire de mettre en bien commun des données qui vont pouvoir circuler effectivement, sans être par défaut et par design la propriété d'un opérateur par principe. C'est ça, en gros, ce que permet de faire les blockchains, et notamment Ethereum. Et ce qu'Ethereum permettra de faire, ça on n'en sait rien, mais on essaie d'expérimenter dans ce domaine. Voilà ce qu'on fait actuellement, de façon très concrète. Ce qu'on fait, c'est qu'au travers d'appareils, donc de compteurs qui sont sous licence libre, à niveau hardware, d'utiliser dans des lieux de production des energy monitors, qui sont en fait des boîtiers, qui sont sur une base Raspberry Pi, qui permettent de savoir ce qui est produit en termes d'énergie électrique. Et à l'autre bout du spectre, vous avez au niveau des consommateurs d'autres boîtiers qui ne sont pas forcément des energy monitors, c'est plutôt les Citizen Watt qui permettent de faire ça relativement intelligemment. Ce sont là encore des capteurs sous licence libre en termes hardware, qui permettent, dans un foyer donné, le vôtre, le mien, de capter de la donnée énergétique en temps continu. Donc c'est grosso modo ce qu'on essaye d'analyser, de diagnostiquer. C'est essayer de comprendre nos modes de vie, comment ils s'organisent au regard de notre consommation et notre production. La pièce, je dirais, centrale de notre travail, ça consiste à travailler sur une famille de scripts, de programmes, qui permettent d'automatiser des processus de reconnaissance et aussi de transactions de données entre deux opérateurs, donc un producteur, un consommateur, des voisins, sans intervention d'un tiers de confiance. J'insiste lourdement là-dessus. C'est-à-dire que par design, le système d'information fait que vous n'avez pas un intermédiaire, mais c'est un réseau, un système qui permet de reconnaître effectivement des voisins, encore une fois, électriques. Et enfin, à l'autre bout du spectre, vous avez quelque chose qui tient d'une application, c'est ce qu'on appelle un portefeuille, un wallet, qui permet simplement de gérer ses assets, qui permet de gérer en fait son information et ses données. Et c'est sur ce triptyque qu'on est en train de travailler avec tout un ensemble de sprints qui s'occasionnent depuis maintenant le début de l'année. Les opérateurs technologiques sur lesquels on s'appuie sont les suivants. Alors ce qui est très intéressant, c'est que et le travail de nos collègues qui sont dans l'univers Ethereum
et ceux qui sont dans l'univers hardware sont dans l'absolu sous licence GPL en termes logiciels, où je ne connais pas les licences exactes en termes hardware, mais en gros nous permettent effectivement d'emprunter avec le respect de cet emprunt de ceux qui l'ont produit. Et donc ce que je veux dire, c'est que on peut tout à fait se saisir de tout un ensemble de briques qui sont disponibles, mais qui n'ont pas aujourd'hui été articulées les unes les autres autour d'un objectif comme celui-là. C'est un peu ce que je voulais appuyer sur cette vignette. Le processus de construction, alors désolé pour la slide un peu complexe, s'appuie sur tout un ensemble d'étapes. Donc d'abord, c'était le grand amour entre les deux coproducteurs. Puis petit à petit, vous avez un certain nombre d'occasions, de rencontres, de travail. Ça a été le Blockchain Workshop de Sydney. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui était un temps de rencontre à l'initiative d'un groupe qui s'appelle Koala, dont l'une des figures publiques est Primavera de Filippi, est bien connue pour son travail justement sur les communs culturels. Ce qui est intéressant sur cet événement, c'est que vous avez notamment Larry Lessig qui a fait une intervention juste après sa candidature malheureuse pour les primaires américaines sur cette interaction sensible, subtile, violente parfois que prend le monde de la loi et le monde du code, puisque vous connaissez les écrits du bonhomme sans doute. En février, on a eu l'occasion d'animer un workshop dans le cadre de la conférence Lift, où justement on a eu l'occasion d'entendre nos collègues de Slockit prendre la parole. Alors ils ont un peu mauvaise presse en ce moment pour des raisons dans lesquelles je pourrais rentrer un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette occasion, vous avez une intervention publique de Stéphane Tual, qui est son CCO, sur l'idée que ce qui est en train d'émerger, et c'est pas nouveau, c'est l'idée d'interagir de façon massive avec des objets autonomes, c'est-à-dire qui ont des propriétés en termes légaux, en termes financiers, qui sont équivalentes à celles que peut avoir un agent humain. Ensuite, vous avez eu dans la continuité ce qu'on appelle le Cell Camp, qui est un espace-temps de rencontre, de reconfiguration justement d'espace de différents projets. C'est là peu ou prou que les idées autour de DAISY ont émergé, mais ce n'était pas formulé comme tel. Et ensuite, ça je pense que c'est très intéressant pour la FING et ceux qui suivent ces activités en termes opérationnels. On a profité du prétexte du Hackaday Prize, qui est en fait un concours sur quasiment un an, avec tout un ensemble de jalons et d'étapes, pour construire effectivement un début de réponse. Et ce qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que ce type de concours, même si on peut en discuter les contours en termes légaux et en termes de gouvernance, donne un cap, donne une direction et donne surtout des échéances. C'est-à-dire que parfois le commun a aussi besoin, sans qu'on ait besoin d'aller très vite, d'avoir des échéances, des petites étapes à franchir. Ça, je pense que les agilistes, ceux qui font du logiciel, en ont conscience. Et maintenant, on en est à peu près là, c'est-à-dire à l'hypothèse qu'on arrive à rassembler tout un ensemble d'acteurs autour d'une proposition technologique et de gouvernance. Donc ça, c'est les temps de sprint qui permettent de l'engager. Ce que j'aimerais dire sur cette vignette, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que je pense que ça vous est passé devant et vous en avez parfaitement conscience, c'est qu'on n'a jamais eu autant de hackathons, de sprints, de temps de co-création dans notre époque. Et surtout aussi en France. Ce qui est intéressant, c'est que le design de ces temps de co-création, je ne pense pas que ce soit le cas de la FING, parce que c'est justement, il y a vraiment un respect de la contribution, sont souvent très très dirigistes. Et tout le but du jeu avec DAISY, c'est de se faufiler dans les interstices de ce type d'événements. Donc ça a été CounterConnect, ça a été le Blockfest, pour trouver en fait les conditions du commun, se protéger, créer parfois même de façon ad hoc et de façon un peu virtuelle des espèces de documents qui n'ont qu'une valeur juridique, qui disent ben voilà, tous ceux qui s'investissent dans ce projet vont respecter un certain nombre de règles. Et ces règles sont celles que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Et là, vous avez l'équipe qui, au sein du Blockfest, s'est réunie pour travailler sur le deuxième sprint de DAISY. Ce qui a été très intéressant, c'est que cet événement a été pivot pour vraiment rentrer dans le code et dans ce que j'appellerais le design du langage qui permet de manipuler la blockchain Ethereum. Et je peux vous dire que c'était pas simple, quoi. Bon, peu importe. Donc ça, c'est les sources. Donc si certains veulent se saisir de façon, je dirais, autonome de ce que j'ai raconté, vous avez toute la documentation qui est disponible. Vous avez un GitHub dans l'absolu panoptique qui permet de s'en saisir. Vous avez le pitch que je vous ai montré et les licences qu'on essaye de consacrer en termes de code. Alors, elles vont peut-être varier et j'avoue que je ne suis pas arrêté sur la question. En tant que contributeur, JPL pour le code et CC by CSA pour tout ce qui relève des contenus. Je crois que j'ai une petite vignette pour conclure. Ça, c'est pour ceux qui veulent jouer. Donc, ça paraît un peu foutraque par certains aspects, ce que j'essaie de raconter, mais il y a très concrètement des collectivités qui sont en train de se poser la question de mettre à disposition une partie de leur territoire, une partie de leur infrastructure de distribution d'énergie électrique, et qui sont en train d'acheter des unités de production, par exemple des moulins, qui permettent de produire des petites quantités, donc on est vraiment dans la small action, on va dire, et qui sont intéressés par ce type d'expérimentation et de prise en main de ce que serait DAISY sur un cahier des charges éditorial, bien sûr, et surtout territorial, qui n'est pas acté.
Ce qui est très intéressant, c'est que parce qu'on joue dans un jeu qui nous amène à manipuler des briques technologiques assez sophistiquées, parce que c'est pas si simple que ça de jouer avec Ethereum, vous avez tout un ensemble d'entreprises du domaine de l'énergie, de l'industrie de l'énergie, pas qu'en France, qui se sont manifestées pour leur intérêt à produire du commun. Ils ne le disent pas comme ça, mais grosso modo, ça en prend ses formes. Et ça n'a rien d'original, parce que certains le font dans les mobilités notamment. Et troisième chose, forcément, et des juristes, et des curieux, et des artistes, et qui que ce soit qui se sent reconnaître, ou plutôt se reconnaître de la question de la transition énergétique sur des bases que j'essaie de décrire, sont invités effectivement à s'investir comme contributeurs dans ce type de dynamique. Voilà, c'est un peu l'appel. Et je crois que j'ai une dernière slide. Voilà. Que vous connaissez. Voilà. J'étais un peu long, non ? Pas du tout. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je nous préviens d'avance que tu dois nous quitter dans très peu de minutes, mais tu es souvent sur nos lignes, donc tout ira bien, on restera dans la boucle ensemble. On a peut-être le temps pour une ou deux micro-questions ou réactions, donc questions courtes, réponses courtes. J'aurais deux questions et la deuxième est conditionnée par votre réponse à la première. Ce que vous êtes en train de monter, en fait, c'est une DAO. Une DAO. Oui. Oui, non. C'est le terme pour Decentralized Autonomous Organization, en fait. C'est sur quoi Ethereum est en train de travailler, de proposer en termes de logistique, on va dire, si on peut parler de ça comme ça. Oui, donc vous êtes en train de travailler... Réponse courte dans l'idéal, réponse longue. On est encore à l'âge de la préhistoire dans ce domaine, et qui tiennent notamment d'un facteur très simple, c'est que le monde est très différent entre ceux des informaticiens et le reste du monde en fait. Et c'est assez intéressant de voir que les informaticiennes qui s'investissent dans les conclusions logiques de ce que permettrait de faire des blockchains et surtout des environnements technologiques comme Ethereum, nous conduisent vers quelque chose qui prend la forme effectivement d'organisations qui n'ont peut-être pas les mêmes référentiels que ceux qu'on a connus jusque-là, avec les modèles hiérarchiques associés. Mais pour être très honnête, j'en ai parlé de façon très subliminale. Slockit s'est fait connaître justement pour essayer de construire un modèle entre guillemets de DAO, donc d'organisation autonome décentralisée. Par beaucoup d'aspects, ils ont essuyé les plâtres. Il y a énormément de bêtises, de stupidités, de raccourcis qui ont été écrits dans la crise. Et ça mériterait de longues discussions. Ça pourrait être un cycle à part entière. Ce que j'en retiens, c'est que, et croyez-moi, je suis honnête en disant ça, on a énormément discuté avec nos collègues de Slockit avant qu'ils soient engagés dans cet effort de DAO. Et ce que je leur ai dit, c'est le jeu est inclusif. C'est faites attention. Aller trop vite sur des montages trop complexes peut souvent se retourner contre ceux qui emportent l'utopie. Voilà, c'est simplement ce qu'on a. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas construire quoi que ce soit qui ait la forme d'une DAO ou d'une autre forme d'organisation sans introduire des gens qui travaillent sur des sujets qui tiennent de l'hybridation, de la coopération ou des tiers-lieux. C'est impossible. Et c'est justement ce qu'on a essayé de faire. Mais je crois que c'est très difficile de créer un vocabulaire commun et des référentiels communs. Ça vous répond en format court ? Juste pour rappeler que tous les théoriciens du commun et des communs, à commencer par Elinor Ostrom elle-même, se sont plantés ou se sont arrêtés d'écrire au moment où il fallait conceptualiser l'articulation entre le petit et le grand. C'est-à-dire que chez Elinor Ostrom, vous avez, elle a documenté des centaines et des centaines d'expériences de gestion de ressources en commun. Elle en a tiré un certain nombre de cadres d'analyse qu'elle appelle la grammaire des institutions. Donc elle est capable de dire, à partir d'une observation empirique, elle est capable de dire en gros comment ça se passe. Quand on arrive dans son œuvre au moment où elle se demande bon mais alors si ça grandit en taille, comment je fais, elle sait plus. Ça brusquement alors que sa pensée est extrêmement riche, quand elle arrive à ça s'appauvrit brutalement. Et elle dit il faut une multi-layer organization, une organisation multicouche. Et puis la conceptualisation s'arrête là. Si vous prenez Dardot et Laval,
ont écrit un magnifique bouquin plein d'érudition sur le commun et qui disent mais le commun c'est l'avenir de la gouvernance de l'humanité. Quand vous arrivez vers la fin du livre et que vous dépassez la communauté locale, etc., comment on fait pour articuler tout ça? Et ils vous sortent, il n'y a qu'à faire une double fédération des communs. Mon cul, je veux dire, bon, non mais il se réfère à Proudhon, je veux dire, c'est très beau dans l'érudition, mais une fois qu'on a prononcé le mot fédération, on n'a réglé aucun problème. Donc, je pense que vous en êtes juste là de la difficulté et que c'est pas pour vous rassurer, mais vous n'êtes pas le seul à être confronté à cette difficulté. C'est juste, ce qui est en train de changer de façon très très modeste, c'est que beaucoup de projets qui étaient impossibles sont devenus possibles ces dernières années. Et c'est ça qui me rassure en fait dans les impasses peut-être théoriques auxquelles ont été confrontés certains acteurs dans les années précédentes, c'est que l'hypothèse que des enfants de 19 ans construisent des plateformes comme Ethereum en levant 18 millions et ensuite en construisant des équipes qui réunissent les meilleurs au monde dans certains systèmes d'information, en se reconnaissant du commun, en termes de modèles de fonctionnement avec beaucoup de limites, me rassure sur l'hypothèse que beaucoup de gens très talentueux, extraordinairement impliqués dans un effort de transition, vont quand même essayer de trouver des cadres de gouvernance qui sont un peu plus souples, un peu plus agiles et adaptés à nos besoins. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai tout à fait conscience de ces difficultés parce que je les ai affrontées sur le terrain et dans le quotidien. Par contre, ce que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que j'ai jamais vu, je prétends pas avoir la science infuse et beaucoup de recul, mais j'ai quand même un peu bougé. J'ai jamais vu autant de personnes qui avaient autant la rage et qui étaient en capacité de s'organiser pour répondre à des situations d'une complexité qui paraissaient inouïes. Je donne un exemple, et c'est pour moi l'exemple le plus intéressant qui en fait dépasse le commun. C'est tous les travaux de Joe Ito, qui est donc directeur depuis peu du MIT Media Lab, et qui a réussi à décrire avec élégance que dans des situations parfois de crise, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que les crises révèlent en fait des modes d'organisation qui paraissent impossibles. Comme a été la crise de Fukushima, il n'y avait pas de capteur open source chez Jean Muller qui permettait d'avoir une cartographie de la radioactivité du Japon. Il n'y avait pas de bateau qui était a priori prêt à l'emploi pour faire une cartographie de la diffusion de la radioactivité, alors, pardon pour les mots, les abus de langage. Il n'y avait pas de réponse institutionnelle, médiatique ou éditoriale pour relever de l'information et construire une base de données ouverte de concertation sur l'impact, là encore, sanitaire de la radioactivité. Et il n'y avait pas toute une chaîne d'organisation qui s'est mise en place pour pouvoir répondre, autant que faire se peut, aux questions que se posaient les personnes à cette occasion. Et ce que j'essaie de dire, c'est que, en fait, c'est ma modeste contribution du jour. Je ne suis pas sûr en fait que les communs soient un objectif ou soit une forme de gouvernance en soi. Mon intuition, c'est qu'il y a des moments où, par construction, et c'est vraiment l'usager qui parle. Moi, j'adopte et c'est ce que j'essaie de dire dans la présentation, je ne regarde pas le commun sous l'angle de la ressource, je regarde le commun sous l'angle de l'usage. Et c'est une différence hyper importante en fait. Parce que ça, c'est très très important ce que j'essaie de partager. C'est-à-dire que c'est les modalités d'usage et les conditions de l'inclusion de la participation qui pour moi font la différence. Je donne un exemple, et la réponse est un peu longue, mais regardez dans cette salle. Ma collègue a une feuille de papier. Monsieur, une feuille de papier. Monsieur, une feuille de papier. Quelles sont les conditions pour que, avec un hackpad, je puisse avoir un effort de concertation pour que tous ces gens dans cette assemblée puissent ne pas rajouter le même mot au même moment qui correspond à la même idée, tout en ayant des branches qui permettent effectivement pour chacun d'avoir son propre environnement de partage. Ce que j'essaie de dire, c'est que on pourrait tout à fait mettre en bien commun l'assemblée, mais qu'on ne se donne pas forcément les moyens parce qu'il y a tout un travail itératif sur les usages qu'on doit être en capacité de faire. Et je crois que c'est la réponse des designers actuellement de services et d'expérience qui est vraiment la plus intéressante à apprendre. Et ce qu'elle m'a révélé, c'est que ce qui relève du bien commun est parfois en fait des temps de transition d'infrastructure. C'est des temps, c'est un peu, si certains ont fait de la... Enfin, peu importe. C'est comme en chimie, vous avez des temps où il faut catalyser, il faut passer un cap, une barrière d'énergie. Ceci est un emploi de métaphore, je l'entends. Et vous pouvez ensuite repasser dans un autre mode. Dit autrement, moi je suis hyper étonné de l'impact que peut avoir de façon hyper modeste ce qu'on fait, mais vraiment sur des acteurs comme E.D.F qui effectivement, à niveau granulaire et personnel, qui sont en transition et sont prêts à rejoindre des contextes de travail qui tiennent des tiers-lieux. Dit autrement, je crois qu'il y a un désir commun qui tient d'usage et commence à investir dans des cadres de gouvernance qui sont un peu différents. Et c'est un peu ces différentes briques que j'essaie de décrire, le contexte de la crise, le contexte de l'usage et le contexte de faire bien commun en temps réel et en permanence. Et c'est super dur. Moi, on se rend pas compte que faire un diapo comme celui-là, c'est 4 heures de boulot en fait. Parce que, et ouais,
Je l'ai pas mis, mais c'est-à-dire, il faut penser la licence Creative Commons, être en accord avec tous les différents pads, se dire que quelqu'un, après avoir le diapo, va effectivement sur son Twitter ou sur son environnement microblogging favori aller chercher la ressource, que je vais pouvoir le détecter, qu'une fois que j'ai détecté, je vais pouvoir lui envoyer un message. Et c'est tout ce circuit-là que les artisans et les forgerons du web ont appris à faire depuis 20 ans. Merci Nicolas. Écoute, grand merci. Ce que j'entends pour ma part et quelques micro-rebonds, on vient de dire, tu viens de prononcer le mot crise, et donc on aura dans notre bagage de la suite de Think Small la question de l'articulation entre le petit et la résilience. Tu as commencé tout à l'heure par une planche où il y avait 3 schémas qui nous montraient par exemple que le centralisé, le décentralisé et le distribué n'était pas le décentralisé. Et je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on fasse avancer. Et je pense qu'un de nos enjeux dans Think Small, c'est de montrer qu'il y a peut-être plus que 3 schémas. Qu'il y en a peut-être d'autres. Et à un moment donné, on passera par des dessins dans notre exercice. Ce sera important de passer par ces dessins et par ces modèles, peut-être d'ailleurs en 3 dimensions. On a besoin de grands espaces pour les poser et de designers pour les fabriquer. Et puis 3e chose, au fond, tu nous as montré des micro-communautés et je pense que ça fait le pont avec notamment les interventions précédentes. On a vu qu'il y avait une douzaine de personnes autour d'une table qui travaillaient ensemble, donc ça fait écho à Jean-Michel Cornu et on a vu que ces micro-communautés étaient dans des itérations. Et puis, dernière chose, tu nous as parlé de systèmes électriques distribués. Ça m'a fait penser personnellement à ce qu'il y a une quinzaine d'années, dans les débuts de la FING, on essayait d'élaborer autour du premier kilomètre, d'approche d'un réseau qui part de l'usager au lieu de la figure du dernier kilomètre qui fonctionne dans l'autre sens. Un dernier mot. Simplement pour insister sur un point, c'est qu'en 5 ans d'exploration et de braconnage, ma petite conclusion, c'est que parler de communauté sans adjectif ne veut pas dire grand-chose. Et donc, ce que j'aimerais affirmer, c'est que nous ne sommes que dans des communautés de pratique. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui parfois ont des opinions à caractère religieux ou d'autres, qui, je pense, ne sont pas forcément complètement concordantes, mais qui acceptent, sous certaines conditions, qui se reconnaissent les uns les autres autour d'une pratique. Et c'est simplement là-dessus que je voulais insister, parce que ça permet de dégager aussi beaucoup d'horizons intellectuels que parfois on a pu observer, parce qu'il y a aussi des crises de communauté, parce qu'elles ne savaient plus pourquoi elles existaient en tant que communauté. Alors que quand vous avez un code source à faire évoluer, et que ça ne fonctionne pas, que vous êtes dans ce que j'appelle l'éthique du bug, et donc de la panne, eh bien, il faut trouver les conditions pour résoudre la panne, de comprendre les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Et c'est très réconfortant, ce qui n'empêche pas d'avoir des bifurcations ensuite des différents protagonistes.